Salut tout le monde, bonjour, bonsoir, où que vous soyez dans le monde, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode d'LMV, le meilleur est à venir, même si c'est un petit peu difficile à dire cette semaine. Épisode 187, je vous salue, je vous remercie humblement et infiniment d'être présent, d'écouter peut-être au moment du petit déjeuner, comme beaucoup d'entre vous, parmi vous, le font. C'est pas très français, ça. Et puis aussi, salut Damien, salut Thomas, et salut Monette, salut Angela. Merci à vous d'être là. Et donc merci, quel que soit le moment de la journée où vous regardez ce replay, je salue tous ceux qui regardent le replay, toutes celles qui regardent. Bernie, salut Isabelle, salut, c'est sympa de faire un petit passage. Alors on veut être joyeux toujours, hein, on veut être content. LMV, c'est voir le meilleur de ce qui est à venir, et je suis toujours persuadé que le meilleur est à venir. Salut Claire, mais il y a des semaines, c'est quand même un petit peu plus difficile. Je vais être honnête avec vous. Et j'avais préparé plein de petites belles choses. Salut Janine, ça va ? J'avais préparé plein de petites choses sympathiques, en particulier sur l'affaire Sarkozy, avec plein de petits dessins. Salut Morgane. Et plein de blagues qui avaient été sorties sur la garde à vue de Sarkozy, et j'avais vraiment ri en préparant ça. Vous en aviez partagé quelques-unes avec moi, et puis finalement j'ai tout laissé tomber parce qu'il y a des choses qui se sont passées cette semaine et qui sont pas très sympas, qui sont même carrément attristantes. Salut Patrick, merci d'être là. Et donc voilà, alors j'ai oublié tout ce que j'avais préparé et un petit peu, je vais vous dire entre guillemets à l'arrache, j'ai changé complètement ce que je voulais vous raconter cette semaine. Donc il n'y aura pas de Sarkozy et toutes les blagues qui ont été faites et qui étaient pourtant marrantes. Même s'il ne faut pas s'arrêter de rire, vous savez de quoi je vais parler. Salut Gianni, Gianni ou Gianni? Merci de passer. Et donc je vais vous raconter tout ça. Mais ça va pas nous empêcher, salut William, merci d'être là, ça va pas nous empêcher avant de parler de tout ça, d'avoir notre moment suspendu, parce que c'est important. Et puis c'est un moment suspendu que je vais partager avec vous, qui est un petit peu spécial, c'est juste une photo, comme d'habitude. Salut Flo, ça va? Le voilà, ce moment suspendu, il est tout simple. Une photo prise par Suzy, ça faisait longtemps que Suzy était pas citée, hein, Suzy, mais je suis très heureux que ce soit toi qui aies cette photo. J'ai choisi, j'ai tout changé, hein, c'était pas la photo originale que je voulais prendre pour le moment suspendu, mais je trouve que c'est une route vers un ciel bleu, des nuages qui peuvent représenter également beaucoup de choses. À vous de creuser un petit peu, de creuser votre imagination, etc. Salut Marjorie. Et donc de vous dire qu'est-ce que peut représenter cette scène, et il y a plein de significations, et chacun et chacune d'entre vous peut trouver des significations. Alors je vous l'ai dit, j'ai tout changé. Avec les événements qui se sont déroulés, on va pas se voiler la face, du côté de Carcassonne, c'est pas loin d'ici, on est à Albi, donc c'est juste à côté, dans cette petite ville de Trèbes. Là c'est triste, mais ça a été triste pour moi d'une autre façon également, je vais vous expliquer ça en quelques mots. Thomas, des vaches en lévitation. Oui, merci de me faire sourire, ça fait du bien. Parce que cette semaine, c'est un petit peu dur, mais on va pas se laisser abattre non plus. Alors, des vaches en lévitation, mais pour moi, niveau personnel, donc je vous ai dit, entre autres, j'avais préparé tout un tas de photos et de blagues sur Sarkozy, c'est vraiment très marrant. Les artistes se sont donnés à cœur joie, vous en donnez à cœur joie, les dessinateurs aussi. Et puis il y a cette information qui est passée, qui vous concerne pas, qui concerne que moi, je crois, hein. Je vais vous la montrer. C'était celle-là, lycée de Saint-Cyr, une machine à broyer les femmes. C'est un article qui était paru dans le... Salut Brice, merci d'être de passage. Qui était paru dans Libération. C'est une enquête sortie par Libération qui a été reprise par Le Monde, etc. Et c'est le lycée de Saint-Cyr qui broie les femmes, qui est mix maintenant, qui était pas mix avant, et qui empêche les femmes, en fait, les jeunes femmes qui veulent être officiers dans l'armée de terre, et qui les écrase. Or, il se trouve que ce lycée de Saint-Cyr, je le connais très bien, puisque j'y ai passé 2 ans. C'est ce qu'on appelle, c'est une prépa grandes écoles, et j'y ai passé 2 ans de ma vie à faire une prépa, une hippocagne, cagne, etc. Donc je connais bien. J'ai fait l'armée, quoi, en gros l'armée. Et les gars dont il parle, le fameux un groupe de noyaux un petit peu tradis, ce qu'on appelle les tradis, que je connaissais déjà à l'époque, existaient déjà à cette époque, mais quand j'y étais, il y avait des hommes. Donc les tradis en prenaient plus aux faibles et à ceux qui étaient un petit peu efféminés, si vous voyez ce que je veux dire. Mais maintenant qu'il y a eu des femmes qui ont été autorisées, et heureusement, à intégrer le lycée de Saint-Cyr,
ce sont elles qui se sont retrouvées avec de la pression. Salut Sylvie, merci d'être là. Et donc, tout ça m'a rendu triste parce que je pensais que, moi j'y avais été il y a plus de 30 ans, je pensais que les mentalités évoluaient, ben non, 21e siècle. Salut Laure, merci d'être de passage, bientôt un nouveau bouquin. Et je pensais que les mentalités avaient évolué, ben non, pas du tout. C'est toujours la même chose. Dans ce lycée où j'ai traîné mes guêtres, c'est pas gai. Enfin, c'est toujours une minorité, mais une minorité très puissante. Alors j'étais un petit peu triste, et puis sur ça arrive l'affaire de l'attaque terroriste à Trèbes, avec le lieutenant-colonel Beltrame, Arnaud Beltrame, qui se sacrifie pour cette femme, cette caissière, qui les change en otage. Bon, je n'ai pas les détails, vous les connaissez, et qui perd donc sa vie, sans doute abattu et massacré par le terroriste. Et alors ça m'a réconcilié un petit peu avec mon école, parce que j'avais l'impression que mon école il y avait que des connards, que des imbéciles, des arriérés, des traditionalistes, mais ça m'a rassuré parce que j'ai quand même des amis qui sont toujours là-bas et qui sont restés de très bons amis. Il y a des gens bien. Et ça m'a fait du bien de savoir, non pas que quelqu'un s'était sacrifié, parce que c'est toujours triste, on pense à sa famille, etc., mais qu'il y avait des valeurs qui existaient toujours, qui n'existent pas seulement dans mon école, hein, où le lieutenant-colonel Beltrame aussi est allé, mais lui il a continué, moi j'ai pas continué le cursus. Mais ça m'a fait du bien, dans un sens, mais ça m'a rendu encore plus triste parce qu'il y a eu cette affaire terroriste. Donc j'ai passé un week-end un petit peu avec ça dans la tête, ça a été difficile de se concentrer sur cette vidéo, ça a été difficile d'être en famille, etc. Et donc ça m'a touché vraiment personnellement sur ces points. C'est un petit peu confus ce que je vous raconte parce que je vous fais ça comme d'habitude sans notes ou pratiquement pas de notes. J'aime pas faire le montage, je vous dis tel que je le pense. Et puis alors, il y a autre chose qui m'a ému parce que le sacrifice, on le respecte tous et toutes, à part 2 ou 3 connards qui ont raconté des conneries sur les réseaux sociaux. On le respecte tous, mais ça serait bien que le sacrifice de ce colonel de gendarmerie ne reste pas vain. C'est-à-dire qu'il s'est sacrifié pour une personne, et cette personne doit être immensément heureuse d'être vivante, évidemment, sa famille aussi, tous ceux qui la connaissent également. Mais vous savez comment c'est avec les affaires terroristes, on commence à être un petit peu habitué. C'est-à-dire qu'il y a la grande tristesse, c'est normal, la panique un peu. Ensuite on met les bougies, ensuite on allume, on éteint la tour Eiffel, on met je suis machin, etc. Et une semaine après on oublie. Et il y a eu un dessin qui est paru dans Le Monde, je pense que c'est Plantu dans Le Monde, qui a fait un très très beau dessin. C'est par la fraternité qu'on sauve la liberté, signé Victor Hugo. Alors le dessin est très très beau, il est magnifique, belle valeur, belle citation. Mais maintenant, très honnêtement, j'en suis un petit peu revenu. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été, et c'est peut-être parce que ça me concerne plus directement, par rapport à ce que je vous ai dit au sujet des écoles, c'est beau ces dessins, c'est magnifique. Mais ça ne change rien. Et maintenant, je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Parce que il va encore y avoir des attentats. C'est évident. Il va y en encore en avoir. Et rien ne change. On va encore mettre des bougies, on va mettre des fleurs, on va pleurer, on va être triste, on va éteindre la tour Eiffel. On va mettre sur Facebook, vous savez, tous ces bandeaux, machin chose. Mais il n'y a rien qui se passe. Alors le problème, c'est que nous, on ne peut pas faire grand-chose à notre niveau. On ne peut pas faire grand-chose, on fait ce qu'on peut, on en parle, etc. Mais je crois que c'est au niveau de la classe politique où il ne se passe rien. Si vous avez vu les réactions de Macron, le président maintenant, ou vous aviez vu les réactions de Hollande avant, il ne se passe pas grand-chose. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'on ne peut pas dire ce qu'on fait, on déjoue les attentats, etc. Mais ça va durer, si ça reste comme ça, ça peut durer pendant des décennies. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est bien de parler de fraternité, mais ça serait bien quand même quelque part qu'il y ait un discours qui vienne d'en haut, qui soit un peu plus vaillant, un peu plus musclé. Et
Je ne veux pas verser dans l'extrémisme, mais quand même, il y a des choses qui sont limites, je trouve. Par exemple, je ne vois pas au niveau de la présidence, de ceux qui nous dirigent, de gauche comme de droite d'ailleurs, des discours qui permettraient de croire que vraiment il y a quelque chose qui se passe et que ça va changer et que ça va bouger. Parce que pour l'instant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on n'a plus qu'à attendre, malheureusement et tristement, le prochain attentat. Mais c'est ça, on n'a plus qu'à attendre, on n'a plus qu'à aller dans les supermarchés, on n'a plus qu'à aller vivre, parce que maintenant, il n'y a pas que les grandes villes, il y a les petites villes, et tout le monde est touché, et à tout moment, il peut se produire quelque chose. Et ça crée une culture que je n'aime pas, vous voyez, c'est le meilleur est à venir, ça crée une culture de stress, ça crée une culture de négativité, de défaitisme, qui n'est pas bon. Et il y a une parole qu'avait dit Sun Tzu, et j'avais appris ça en école justement, quand j'étais au lycée de Saint-Cyr, dont je parlais tout à l'heure, et j'avais lu Sun Tzu, il disait un truc du style, alors je ne sais plus si c'est ça exactement, j'ai pas retrouvé la citation, il suffit de persuader quelqu'un qu'il a perdu, et il a perdu. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment pour nous. Je parle pour la France, je ne connais pas trop les pays d'Europe, mais en gros c'est un petit peu ça pour toute l'Europe. On est en train de nous persuader qu'on a perdu. Que c'est normal, que les terroristes viennent, qu'ils tuent des gens, qu'ils massacrent. Et c'est comme ça, c'est la vie. Alors, psychologiquement, c'est très fort. Parce qu'on est en train d'être persuadé qu'il va falloir s'habituer à ces attentats de façon régulière. Et alors qu'il n'y a pas de raison. Il suffirait au sommet de l'État, je dis bien au sommet de l'État, il y a des réactions un peu plus musclées, il y a sûrement des solutions, je ne les ai pas moi tout seul, il y a des experts, il y a plein de gens qui peuvent parler, etc. Mais si ça ne change pas au sommet de l'État, le discours défaitiste va rester. Je ne vais pas vous prendre la tête longtemps avec ça, mais je tenais quand même à le signaler. Monette, je suis bien d'accord, on va oublier jusqu'au prochain attentat, rien ne change. Et là, ce sont les cœurs qui doivent changer pour changer les comportements. Oui, Claire, ce sont les cœurs, mais nos cœurs sont bons, sont purs. Mais crois-moi, je ne suis pas certain qu'au sommet de l'État, ils aient les cœurs purs. Et c'est ça le problème. Et à mon avis, ça ne va pas changer grand-chose. Je vais vous prendre un exemple. J'ai eu l'opportunité, il y a quelques années, je vivais aux États-Unis, de travailler avec des gens très aisés, on va dire, pour pas dire riches. Et la mentalité des gens qui sont très riches, je veux pas mettre les riches contre les pauvres, mais attention, mais n'est pas la même que les gens qui ont moins d'argent. Les valeurs de cœur ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ça va peut-être vous choquer ce que je dis, mais moi c'est ce que j'ai vu. Et je l'ai vu, j'ai fréquenté pendant pas mal de temps. Et lorsqu'on n'a pas besoin de se préoccuper de sa fin de mois, lorsqu'on n'a pas besoin de compter chaque fois qu'on doit présenter sa carte bleue pour acheter quelque chose, par exemple, ce que vous faites, ce que nous faisons régulièrement, quand même, on compte son budget, ça change de perspective de la vie. Et où je veux en venir, ça veut dire qu'on ne voit pas la vie de la même façon. C'est-à-dire qu'on est en haut du panier et on n'est ni au milieu ni en bas. Si je vous choque, je suis désolé, mais c'est vraiment ce que je pense. Et ceux qui sont en haut, c'est pas qu'ils soient méchants, mais c'est qu'ils ont la belle vie. Et la belle vie, on n'a pas envie de la changer. Alors, s'il y a une attitude de défaitisme qui s'installe partout en Europe, c'est pas grave pour ceux qui sont en haut, ceux qui ne sont pas touchés. Je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent. On s'inquiète quand même, on pense à ceux qui ont moins, mais on est bien en haut et on veut rester en haut. Et on ne va pas bouger. Et quand je parle d'en haut, je parle aux gens qui ont vraiment les moyens, c'est-à-dire ceux qui sont au sommet de l'État. Et c'est difficile de penser autrement. C'est difficile de changer d'opinion. Salut Wendell. Marie-Dominique, il faut continuer à vivre comme si de rien n'était. Si ça doit arriver, ça arrivera. Ce n'est pas du fatalisme. Pour moi, c'est du réalisme. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on s'habitue à vivre dans cette situation. Il y a des choses qui peuvent être faites. Au sommet de l'État, les choses ne sont pas faites. Je ne sais pas quoi exactement, je ne sais pas ce qui pourrait être fait. Mais il y a des choses qu'on pourrait faire à tous les niveaux pour que ça se reproduise plus et que ça s'arrête. Et ce n'est pas fait. Bien sûr, je ne vais pas résoudre cet immense dossier tout seul, juste en parlant comme ça quelques minutes en direct. Mais au moins, je voulais partager ce que je pense, moi,
Peut-être que ça vous fera réfléchir de votre côté. Et bien sûr, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Mais voilà où j'en suis en ce moment. Après avoir, vous savez, après chaque attentat, j'avais toujours ma pancarte. Je suis en terrasse parce que je trouvais qu'elle était belle, qu'elle était un pied de nez aux terroristes et qu'on n'allait pas arrêter de changer notre mode de vie. Je suis toujours persuadé, je suis toujours en terrasse, je ne vais pas changer mon mode de vie, je vais continuer à faire ce que je fais. Mais là, après l'affaire du lieutenant-colonel Beltrame, il y a un petit ras-le-bol. Un petit ras-le-bol d'un homme, j'en ai connu des militaires, je veux dire, je suis passé par le lycée de Saint-Cyr, et donc je connais bien, j'ai des amis encore, de très bons amis, mais c'est dur de voir des gens qui se sacrifient. C'était son choix également, je ne le nie pas, mais pourquoi faire? Surtout qu'en haut de l'État, j'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit. Si vous avez une opinion différente, vous pouvez la mettre dans les commentaires. Vous pouvez même me contacter en message privé. Et moi, je suis prêt à discuter. Est-ce qu'on a avancé un petit peu en disant tout ça? Non. Peut-être, je sais pas. Mais enfin, j'avais besoin de vider mon sac. Et voilà pourquoi j'ai tout changé de ce que je voulais dire, ce que j'avais préparé, et que j'ai remplacé par ce que je viens de vous raconter. Mais ceci dit, il faut toujours voir les choses d'un côté optimiste. Et je reste un optimiste. Et c'est pour ça que je vais quand même vous raconter une histoire aujourd'hui. Parce que quand même, il s'en passe des choses sur cette planète. Ah, Lisa. Salut Lisa. Merci d'être de passage. Ceux qui ont manqué toute ma diatribe, en quelque sorte, ou mon coup de gueule, va falloir regarder le replay parce que c'est fini. J'arrête. Et c'est des opinions très personnelles qui, j'espère, ne nous empêcheront pas de rester amis, tout du moins sur Facebook. Mais ça fait du bien de le dire. Merci Monette. Alors une histoire, les musées. Allez, parce que après tout, c'est l'art. C'est peut-être la seule chose qui puisse nous réunir tous et toutes, c'est l'art. Et donc on va aller dans un musée. Et lorsque vous allez dans un musée, vous êtes comme moi, qu'est-ce que vous faites quand vous allez dans un musée? Du musée où il y a des peintures. C'est un peu ennuyeux, hein, quand même. Hein. On s'ennuie un petit peu dans les musées. Et vous regardez le nom du peintre, vous regardez la date, après vous regardez le tableau, ouais, ok, d'accord, mais on n'y connaît pas grand-chose. Et pourtant, c'est intéressant la peinture. Moi, quand je faisais mes études à l'université aux États-Unis, je m'étais inscrit en candidat libre au cours d'histoire de l'art parce que c'est passionnant l'histoire de l'art. C'est vraiment passionnant. J'ai rien retenu, c'est rentré, c'est ressorti, mais j'ai juste eu pour avoir mes notes, mais c'était passionnant. Et donc, on n'y connaît rien. Et il faudrait quelqu'un, bon, il y a des petits guides maintenant qui nous parlent et qui nous expliquent, ça serait d'autant plus passionnant. Et à Londres, il y a un petit musée qui s'appelle le Dulwich Picture Museum, qui a un petit musée de Londres, qui a eu une super idée. Ça s'est passé il y a 2 ans. Quelle a été cette idée? Parce que le patron du musée se disait, mais mince, alors il y a des gens qui viennent, mais ils regardent, ils apprécient rien, ils regardent les étiquettes, ils regardent vite fait, ils passent d'un tableau à l'autre, ils ont à peu près 270 tableaux, à peu près 270 tableaux. Parmi ces tableaux, il y a des chefs-d'œuvre de Rubens, de Rembrandt, de Poussin, etc., de Titien aussi. Donc il y a quand même de beaux tableaux, mais pourtant ça circule. Et le patron du musée a une idée pour intéresser les gens. Il a travaillé secrètement. Il a contacté une entreprise en Chine. Je trouve l'idée géniale. Attendez, vous allez voir. Il a contacté une entreprise chinoise spécialisée dans les faux. Oui. Et il leur a demandé de faire un faux d'un des tableaux qui était dans le musée. Vous voyez où je veux en venir? L'entreprise chinoise a dit « Ouais, pas de problème, on vous fait un faux ». Ils ont fait le faux. Ils l'ont envoyé de Chine à Londres. Il l'a déballé avec son équipe. Et une nuit noire, vers 1h du matin, alors que le musée était fermé, il a remplacé le vrai tableau par le faux. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt? Parce que vous mettez un faux tableau, moi je ne vais pas voir la différence. Non, il a été plus malin.
ce qu'il a annoncé, il est passé dans la presse, en radio, en télé, il a dit « Eh bien écoutez bien, pour tous ceux et celles qui visiteront le musée, sachez que parmi nos 270 œuvres, il y a un faux qui a été fait en Chine. » Et la question c'est, pourrez-vous deviner lequel? C'est génial. Évidemment, à la fin, il y avait on pouvait remplir un papier, et on donnait le nom, on remplissait, et on mettait ça dans une urne avec un prix à gagner. Et dans les 3 mois qui ont suivi, pendant 3 mois ça a duré, il a laissé le faux, sans dire à personne quel était le faux. La fréquentation du muséum a doublé. Et les gens, il a noté que les gens ont commencé par regarder les tableaux. Et ensuite s'intéresser à ce qui est écrit sur ces étiquettes. En fait, on s'en fout des étiquettes, c'est juste une information sur le peintre, l'année, le style, machin. Mais ce qui est important, c'est de voir le tableau, de regarder les couleurs, ce qu'on oublie de faire. Moi, c'est vrai qu'on se dit, ah oui, c'est du 18e, ah bon, c'est Rubens, ça doit être bien, et je regarde. Mais là, les gens se sont mis à détailler les tableaux, ils restaient de longues minutes pour essayer de trouver quel était le faux tableau. Au bout de 3 mois, le jeu, entre guillemets, était terminé. Et il a dit, il a regardé les résultats, il y a eu des gagnants, et là, il a déterminé que sur tous ceux qui avaient participé, et Dieu sait s'ils avaient été nombreux, puisque la fréquentation avait doublé pendant ces 3 mois, seulement 10% de ceux qui avaient participé avaient trouvé quel était le faux tableau. Et le faux tableau, je l'ai là. Bien sûr, je vais vous le montrer. Bon, ça va pas être terrible avec... comme ça, mais je vais vous le montrer, ce faux tableau, parce que... Et c'est un tableau français, un Fragonard, peintre du XVIIIe siècle. Oui, on s'en fout. Voilà, les voilà. Il les a mis côte à côte. Et depuis, après, pendant les mois qui ont suivi, il a mis les 2 tableaux côte à côte, le vrai et le faux. Ça s'appelle Femme assise, de Fragonard. Alors, où est le faux, où est le vrai? Ben, le vrai, c'est celui-là. Salut Inza, ça va? Salut Martine! Et le chinois est là, le faux chinois est là. On se dit, bah oui, hein, c'est évident, hein, celui-là est beaucoup plus clair, celui-là il a des belles teintes. Et pourtant, quand il n'y avait que celui-là, eh ben, il n'y a que 10% des personnes qui ont pu déterminer. Donc avant de se dire, ah ben c'était facile, mettez-vous à la place de ceux qui ont vu ces tableaux et qui n'ont pas pu déterminer la différence. Donc voilà, un Fragonard qui a permis à quelqu'un de doubler la fréquentation de son musée. Et moi j'aime bien les gens, c'est une histoire, c'est pas spécialement optimiste, mais c'est une jolie histoire, originale, comme quoi on peut toujours trouver un moyen d'avancer. Par exemple ici dans la fréquentation des musées et surtout d'intéresser les gens à la peinture. Parce que de faire des cours magistraux, des choses comme ça, c'est peut-être pas toujours très gai. Et là, tout bêtement, il a trouvé une super idée. Et ça m'a fait penser l'histoire, parce que ce tableau donc a été acheté en Chine, il l'a acheté pour 120 $, je crois. Donc vous voyez, on peut dire une centaine d'euros. C'était pas cher, hein. Et ça lui a gagné beaucoup d'argent, parce que les entrées du musée, elles ont doublé. Et c'était un super investissement. Mais ça m'a fait m'intéresser à la peinture chinoise. Non, pas la grande peinture chinoise. Parce que moi, j'avais vu des reportages comme quoi les Chinois étaient doués en peinture, et la Chine était une grande école des faux. Et que même, on faisait des faux à la chaîne. J'avais vu un reportage une fois, un documentaire, où on mettait des Mona Lisa, on faisait des Mona Lisa à la chaîne, où chaque peintre faisait une partie, une couleur, et on se passait le tableau. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage, mais c'était assez impressionnant. Et au bout, vous aviez une Mona Lisa. Pas parfaite, mais si vous n'êtes pas expert, peut-être que ça pourrait vous tromper. Alors je me suis un peu intéressé à la Chine, et je me suis rappelé qu'en Chine aussi, tous ces gens qui aiment peindre, au départ, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont jeunes, ils ont envie de peindre, ils aiment l'art, l'histoire de l'art, et ils ont envie de rentrer dans une bonne école de peinture, comme l'école des Beaux-Arts à Paris. Mais en Chine, il y en a plusieurs, évidemment, il y en a beaucoup. Parce que des candidats qui veulent rentrer dans les écoles d'art en Chine, il n'y en a pas quelques dizaines, comme en France. On a calculé que l'année dernière, enfin même il y a 2 ans pour être précis, il y en avait 1 million.
Donc il y a 1 million déjà de personnes jeunes qui veulent rentrer dans une école d'art en Chine, qui donc doivent être quand même un petit peu doués pour la peinture. Et bien sûr, tous ne peuvent pas rentrer. Et je me demande combien d'entre eux travaillent pour les Mona Lisa, les autres tableaux, les faux, etc. Je le dis gentiment, c'est pas grave. Mais par contre, ça m'a permis de retrouver des photos que j'ai envie de partager avec vous. Parce que, voilà, on va aller dans une université en Chine. En Chine, il y a un examen qui s'appelle, je crois que ça s'appelle le Gaokao, qui est très important à la fin du lycée, et qui est vraiment le ticket d'entrée dans les universités, qui est très important. C'est le truc le plus important de votre vie, si vous voulez faire carrière, avoir une belle vie. Il faut réussir je crois que c'est le Gaokao, quelque chose comme ça. Et donc, dans le domaine de l'art, il y a une épreuve de peinture. Je vous la montre. Voilà, une épreuve de peinture. Là, les gars sont en train de passer un concours. C'est le concours d'entrée à l'université pour une école d'art. Enfin, l'université où on enseigne l'art. C'est l'université de Jinan. Ça se trouve à 400 km au sud de Pékin. Et là, la photo ne rend pas justice parce qu'ils sont près de 7000. 7000 et il y en aura 250 qui seront pris. 250 sur 7000, c'est assez impressionnant. Moi, quand j'ai vu ces photos, je me suis dit, ah bah oui, c'est pas facile, il y a de la concurrence. Hein. Et là, ils sont que 7000, c'est-à-dire c'est juste une université. Je vous ai dit, globalement, en Chine, ils sont à peu près 1 million à vouloir entrer en école d'art, en université. Donc, c'est pas facile. Et j'ai regardé ces photos, et je me suis un petit peu intéressé à ces photos parce que je me suis dit, mais purée, les gars, ils bossent dur quand même. Hein, parce qu'il faut y aller. Et en regardant un peu plus près les photos, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez bien, tous les candidats portent des anoraks, des doudounes. Vous voyez? Et j'ai appris que, ils faisaient ça, ces épreuves qui sont quand même difficiles parce qu'il faut de la précision. Ils faisaient ça dans des halls au mois de février-mars, au moment où ils passent cet examen, et c'est pas chauffé. Donc c'est encore plus difficile. Et puis en regardant un peu plus précisément les photos, celle-là en particulier, je me suis dit, mais regardez le gars avec la veste orange là au milieu, là. Mais il peint pas avec ses mains. Et si vous regardez un petit peu plus précisément, on se rend compte on ne voit pas bien ici, qu'il est en train de peindre avec ses pieds. Et là, ça m'a arrêté, je me suis dit, mais c'est incroyable ce gars-là. Ils sont 7000 et il y en a un qui peint avec ses pieds. Et ça m'a interpellé. Et ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis dit, ce gars-là, il nous donne une leçon. Parce que il a beau ne pas avoir de bras, il participe quand même au concours. Il n'y en aura que 250 qui seront pris sur 7000, mais il tente sa chance. Il y croit. Il va jusqu'au bout de ce qu'il pense être possible. Il ne se pose pas de questions et il peint. Et je vous garantis qu'il fait froid. Hein. Vous voyez, il a son anorak. Et les pieds, il n'y a pas de chaussettes là, il doit avoir froid. Mais quand on voit ce qu'il peint, et ils ont pris une autre photo d'un peu plus près, une autre épreuve, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais regardez ce qu'il est en train de peindre, je vais essayer de vous le montrer. Moi, avec mes mains, j'arrive pas à faire ça, mais lui, il est super doué. Et ça m'a réconcilié un petit peu avec l'être humain. La fraternité dont on parlait tout à l'heure, le cœur, les gens bien. Moi, quand je vois ce gars-là qui s'acharne, qui se concentre sur ça, ça me fait du bien. Ça me fait chaud au cœur, ça me rassure sur l'humanité. Et je me dis que tout est possible dans la vie. Alors bravo à ce candidat chinois, qu'il a réussi ou pas, on s'en fout. Mais le fait qu'il soit là, parmi les 7000, pour tenter sa chance, c'est déjà une grande victoire pour lui. Et moi, je trouve ça fabuleux. Et puis, ça m'a rappelé une autre histoire. Vous voyez, aujourd'hui, ça y va, hein, les histoires comme ça. Il me semblait avoir vu sur Facebook, il y a quelque temps, un autre type, un autre gars comme lui, qui travaillait avec ses pieds. Alors j'ai recherché dans mes archives, parce que je garde plein d'histoires pour vous les proposer, et je l'ai retrouvé ce gars-là. Mais là, c'est complètement différent.
C'est ce type-là que je vous ai retrouvé. La photo n'est pas très belle. C'est des photos que j'ai prises, c'est des screenshots que j'ai pris de la vidéo. C'est une vidéo en fait. Voilà, c'est cet homme-là. Vous le voyez, lui non plus n'a pas de bras. Il est dans un pays chaud. Je suis incapable de vous raconter son histoire. Je n'ai pas trouvé un seul élément. Mais à mon avis, je connais bien le Brésil et j'ai l'impression que ça se passe au Brésil. Par rapport à différents éléments sur les différentes parties de la vidéo, il fait chaud, etc. Et qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme? Ben, il n'a pas de bras. Il passe pas un concours pour rentrer dans une école de beaux-arts. Et il est en train de bricoler dans la rue. Il bricole dans la rue. Mais qu'est-ce qu'il peut bien bricoler, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il peut bien faire avec ses pieds? Il plante des clous. Il plante des clous avec un marteau, etc. Et il n'hésite pas. Hein. Moi, j'ai peur pour lui en voyant la vidéo. Il va se planter le marteau sur le pied. Ben non. Il plante des clous. Et même, il scie. Et qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'il bricole? On a l'habitude maintenant de voir des gens handicapés en train de faire des tableaux, vous savez, avec la bouche ou avec les pieds. Vous savez, des petits tableaux qui vendent et qui font ça en 5 minutes, qui sont magnifiques. Mais lui, non. Il est en train de planter des clous, il est en train de scier des planches. Le gars est en train de scier des planches avec ses pieds. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait même des pauses pour boire un petit coup. Là, c'est un café dans la vidéo, c'est un café qu'on lui a apporté et qu'il boit avec son pied. Il a un verre spécial pour pouvoir boire son café. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Voilà ce qu'il fait. Il fait des camions. Des camions. Des camions, des jouets en bois pour les enfants. Non, mais c'est absolument incroyable. Ce gars-là mériterait qu'on l'aide. On dirait qu'il a 6 orteils. Ah, Damien, je vois que tu étais au courant. Ouais. Mais c'est formidable, ce gars-là. Il fait des jouets. C'est encore, à mon avis, plus difficile que de faire des tableaux. Il fait des jouets pour les enfants, comme ce petit, qui vient de récupérer son jouet tout en le regardant. Alors, je pense qu'il les vend, hein, ça doit être sa manière de vivre, mais c'est assez incroyable. On avait vu ce peintre chinois, ce jeune peintre chinois qui participe à ce concours pour entrer dans les écoles de beaux-arts. Lui, à l'autre bout du monde, ce Brésilien, je pense, il a le sourire. Il n'est pas triste. Il a trouvé sa voie. Il fait des jouets pour les enfants, en bricolant avec ses pieds, en buvant un petit café, un cafezinho, comme on dit en portugais, de temps en temps. Eh bien, ces petites histoires, ça me fait du bien. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui se battent, qui n'ont pas peur d'y aller. Et ça me rassure sur l'humain. Parce que, après tout ce que je vous ai raconté au début, et mon coup de gueule par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière et les attentats terroristes, le sacrifice de ce gendarme, il est un petit peu gros sur la patate. Mais ça passe. Et ça passe si on veut. On n'oublie pas, mais ça passe. Et on regarde de nouveau vers l'avant. On regarde à nouveau vers le futur, vers ce qui se passe. Et on se dit que, il y a toujours quelque chose à faire. On a toujours des possibilités. Et on peut toujours aller de l'avant. Et on revient à cette photo de Suzy que je vous ai présentée au tout début, qui est peut-être pas la plus belle des photos qu'a réalisé Suzy pour les moments suspendus, mais celle-là, elle symbolise bien cette semaine, avec dans les nuages un gendarme peut-être. Je suis pas du tout croyant, mais c'est une belle image. Et puis cette route qui nous permet d'avancer, malgré tous les écueils qu'on nous met sur notre chemin. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. L'avenir des possibles. Merci Isabelle, c'est une belle phrase. Ce qui est fascinant chez l'être humain, c'est qu'il va développer une manière de surmonter son handicap, Mercedes. Et ça me fascine vraiment. J'en parle pas tout le temps, mais chaque semaine, et même plusieurs fois par semaine, je pourrais vous parler de quelqu'un qui a un handicap, qui le surmonte d'une façon absolument incroyable. Grâce aux réseaux sociaux, on est plus au courant
plus au courant de ce qu'ils font, de ce qu'ils réalisent. Ça, c'est des belles leçons. J'avais mis derrière, là, vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, un jouet de mon petit garçon. C'est un jouet qu'on a acheté dans un magasin. Hein, tout fait, machin, plastique, etc. Mais comparé au jouet de ce Brésilien qu'il fait avec ses propres pieds, c'est une valeur incroyable. Voilà. Donc, portez-vous bien, passez une excellente semaine. Ça a été moins joyeux cette semaine, désolé, c'était l'épisode 187. N'oubliez pas, la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas une phrase exactement, mais ce que disait Sun Tzu, je paraphrase, persuader quelqu'un qu'il est battu, et il l'est réellement. Alors nous, on n'est pas battus. Nous, comme disait Isabelle, on a l'avenir des possibles devant nous. Et on avance. Le meilleur est à venir. Passez une bonne soirée. Quoi que vous fassiez, où vous soyez, profitez de la vie et avancez. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Si vous pouvez le faire maintenant, c'est super. Il y a un petit bouton quelque part. On partage les émotions, on partage les bonnes nouvelles et on partage notre énergie, bien sûr, pour avancer. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude, avec des informations un peu plus gaies. Salut, à bientôt.